J'ai le plaisir d'être accompagné pour cette RCP un peu particulière parce que c'est vrai qu'à l'accoutumée dans nos réunions régionales, on peut être une vingtaine de participants au maximum, mais là, on est beaucoup plus et c'est un grand plaisir. Je suis donc accompagné par Claire Delpsy, avec qui je travaille très régulièrement, qui est MPR au CHU de Bordeaux, et Priscilla Léon, qui est urologue à Royan. Bonjour. Alors moi, je voulais vous parler de cette patiente, Germaine, âgée de 65 ans, que je suis depuis plusieurs mois. Elle m'a consulté initialement pour une hyperactivité vésicale, une incontinence urinaire par urgenturie avec un épisode au moins quotidien et plusieurs épisodes de nicturie. Cette patiente est diabétique, sans complications macro-angiopathiques, un IMC à 28. Elle ne se plaint pas d'incontinence urinaire à l'effort, d'autant plus qu'on lui a proposé dans un autre centre une bandette sous-urétrale en 2010, à l'époque pour une incontinence urinaire d'effort pur. Cette patiente est ménopausée. À examen clinique, on retrouve une petite cystocèle. Elle ne s'en plaint pas. Je n'ai pas observé d'incontinence urinaire à la toux. Et vous savez que je mets toujours les patientes en position debout afin de vraiment traquer cette incontinence urinaire à l'effort. Une échographie est normale, pas d'anomalie à l'ECBU. Les traitements de cette patiente, elle est sous antidiabétiques oraux, cardégique, statine en prévention primaire ou peut-être secondaire, vu qu'il y a une hypertension artérielle associée qui est traitée bien équilibrée. Je lui avais proposé des anticholinergiques qui n'ont pas amélioré beaucoup et qu'elle a arrêté à cause d'effets indésirables concernant la bouche sèche surtout. On a essayé la stimulation tibiale qui n'a pas été favorable et cette patiente n'a pas les ressources pour prendre un traitement par bêta-3 mimétique. Priscilla, Claire, moi je voulais proposer à cette patiente une neuromodulation sacrée. J'aimerais que vous me validiez cette indication avant qu'on passe au cas suivant. Ouais, là tu vas un peu vite pour moi, Grégoire, excuse-moi, mais j'ai 2-3 questions et je vois que d'ailleurs sur le chat il y a des questions qui arrivent aussi. En plus, j'ai lu récemment et totalement par hasard l'article que tu as écrit avec les membres de l'AFU concernant les retentissements du diabète, concernant les troubles urinaires. Et moi, je me pose quand même 2-3 questions sur le cas clinique avant de pouvoir débattre à propos du traitement. Notamment, alors le diabète en lui-même, hein, tu nous parles des troubles vésico-sphinctériens, on ne sait pas trop depuis quand elle présente cette gêne d'hyperactivité et potentiellement le lien avec l'ancienneté du diabète ainsi que les complications connues. Alors toi, tu parles pas de complications vasculaires, macrovasculaires, mais moi, je me pose la question de complications neurologiques éventuelles en fonction de la durée et de l'ancienneté du diabète. C'est pour ça que je me pose la question également de savoir si tu as une notion d'examen clinique neuro, éliminer justement une atteinte neuro-périphérique par exemple. Parmi d'autres questions que tu as évoquées, tu as parlé des différents traitements. Est-ce qu'elle est sous régime et est-ce qu'elle a perdu déjà du poids? Et du coup, est-ce qu'avec cette perte de poids qu'elle aurait pu avoir, je sais pas, elle a 28 d'IMC, hein, je crois, c'est 28, c'est pas catastrophique. Enfin, on a vu quand même des personnes avec des IMC pire que ça. Voilà, je voudrais savoir si elle a perdu du poids, si ça a pu influencer sur ses symptômes. Je me dis qu'au moment de la pose de la bandelette, on lui a peut-être déjà conseillé de perdre du poids, tu vois, cette dame. Savoir s'il y a un syndrome métabolique associé, etc. Savoir si son diabète est bien équilibré. On a bien vu dans ton article que l'équilibre du diabète, ça peut permettre quand même au moins de limiter l'évolution des symptômes. Puis pour les troubles urinaires, je me posais la question de savoir si elle avait fait des infections, qui pourraient être peut-être une conséquence aussi d'un résidu. Hein. Tu dis que l'écho est normal, mais je ne sais pas s'ils ont mesuré le résidu sur l'écho dont tu disposes. Je ne l'ai pas sous les yeux, là. Peut-être tout à l'heure. Hein. Et puis, pour terminer, tu nous parles également d'une nicturie. Tu sais, chez les diabétiques, surtout quand ils sont mal équilibrés, on se demande si c'est toujours une nicturie, une polyurie. Hein. C'est des fois, en fait, il s'agit plus d'une polyurie nocturne sur un diabète mal équilibré. Voilà. Enfin, voilà. Et puis, pour finir aussi, on se pose toujours la question de l'équilibre du transit chez une dame qui a aussi peut-être des bonnes raisons avec ses autres troubles d'avoir un trouble du transit. Alors, en ce qui concerne les traitements que tu as proposés déjà à cette dame, en revanche, je pense que tu as fait, je ne vois pas ce que tu aurais pu faire d'autre. Elle a eu des anticholinergiques. Bon, je pense qu'effectivement, dans l'algorithme, c'est le traitement de première ligne qu'on pouvait lui proposer. Après, la stimulation tibiale, j'en reviens là-dessus. Hein, tu sais, si elle a une neuropathie périphérique, cette dame, on peut se dire que la neurostimulation tibiale, elle ne va pas forcément être efficace sur son nerf tibial postérieur.
Bon, nous, il nous arrive des fois de le mettre plus en position sacrée pour faire des tests chez les personnes qui ont une neuropathie diabétique ou une neuropathie, quelle qu'elle soit, associée. Voilà, ça c'était juste une petite remarque. Ah, c'est vrai que je n'ai pas creusé ça. Alors, comme Frédéric l'a conseillé ce matin, on a essayé les deux côtés, mais je j'ai pas de. Moi, le pic-touche, tout ça, les examens très, très spécifiques de la sensibilité, je ne les ai pas faits. Alors, peut-être que ça peut On va participer peut-être à à la. voir plus tard, ouais, à revoir quand on la reverra. Mm. Après, il y a un truc que tu n'as pas dit aussi, donc le perte de poids, je l'ai déjà évoqué. Est-ce qu'elle pratique aussi une activité physique éventuelle? Mais tu n'as pas évoqué la rééducation périnéale chez cette dame. Je ne sais pas si elle en a déjà bénéficié. Et si elle en a bénéficié pour cette hyperactivité. Hein, elle est ménopausée aussi, d'après ce que tu disais, donc peut-être qu'elle aurait pu avoir un petit test avec une ostrégénothérapie locale, au moins par acquis de conscience, quoi. Exactement. Et puis, c'est vrai que moi, j'irais aussi un petit peu plus loin parce qu'on a effectivement vu la polyurie de cette patiente. Donc après, est-ce qu'effectivement c'est lié à son diabète? Est-ce que c'est plus un déséquilibre chez cette patiente? Alors, on sait qu'il peut y avoir aussi une modification, la nicturie dont on parlait tout à l'heure, qui peut entraîner ses levées nocturnes. Donc, ça va être important quand même chez cette patiente de lui, grâce à son calendrier mictionnel, de pouvoir un petit peu reprogrammer et rééquilibrer un petit peu ses apports hydriques sur la journée, essayer de la faire diminuer ses apports sur la fin de journée, voir si ça a déjà un impact, est-ce que ça a été fait ou pas, voir toutes les mesures un petit peu comportementales sur lesquelles on insiste beaucoup, l'effet de diminuer, est-ce qu'elle prend du café, des sodas ou des boissons gazeuses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de clé qu'il faut avoir vérifié aussi avant. Et la gestion de son transit dont on parlait tout à l'heure, s'il y a des troubles anorectaux associés, une prise en charge, réguler son transit va nous permettre d'optimiser cette prise en charge, même si à elle seule, ça ne va pas tout régler, c'est important. Bon, quand même, vous me sous-estimez un peu, hein, j'avais quand même dans le dossier un calendrier mictionnel qu'on peut regarder ensemble si vous voulez. Moi, je n'ai pas trouvé de polyurie des 24 heures. Il ne me semble pas qu'elle ait de polyurie nocturne. Il y a quand même des volumes urinés qui sont souvent faibles. Qu'est-ce que tu en penses? Au maximum, elle monte à 450 quoi, de volume le matin au réveil. Hein. D'ailleurs, ça occasionne des fuites importantes avec une urgence majeure à ce moment-là. C'est quand même pas un calendrier mictionnel de patientes avec une cystopathie diabétique évoluée, etc. Oui, tout à fait. Et je lui avais quand même fait un bilan urodynamique parce que j'ai quand même quelques souvenirs de l'article qu'on avait écrit avec le comité de neuro-uro. Xavier Gamet m'avait beaucoup aidé d'ailleurs, merci encore. Parce qu'elle a une bandelette, elle peut être obstructive, elle peut avoir son hyperactivité vésicale sur une obstruction. Je lui avais fait une fibroscopie pour vérifier qu'il n'y avait pas une exposition de la bandelette. Et donc, voici le bilan aérodynamique. Ouais. Bon, elle a un débit qui n'est pas trop mal, elle vit bien hein, en plus. Elle n'a pas de résidus post-mictionnels. Et puis, la phase mictionnelle sur l'instantané, elle contracte. Hein, elle contracte. Sans poussée abdominale. Elle vidange bien, a priori. Ça me rassure sur cette partie-là de mon questionnement, en tout cas. Puis, à la cystomanométrie, on a une petite hyperactivité terminale. Ça correspond assez bien au volume, en fait, hein, du matin. Je me demandais le matin si c'était au lever qui a déclenché son hyperactivité ou si c'était plus lié au volume, tu vois. Parce que c'est le moment où elle a le remplissage le plus important. Bon, la courbe montre quand même que l'hyperactivité se déclenche à peu près à ce moment-là. Ouais, elle décrit pas. Majeur, quoi. Non, et puis elle ne fait pas insuffisance sphinctérienne dans la mesure où elle n'a pas du tout de fuite à l'effort. Et elle ne dit pas que c'est le premier lever dans le sens, c'est quand je pose le pied que j'ai la fuite. Hein. Elle dit vraiment qu'elle se réveille avec une envie urgente et qu'à ce moment-là, elle va avoir des fuites pour aller rejoindre les toilettes. Ouais. Ouais, puis sur le profil, elle a un profil. Elle a quel âge Elle a 65 ans. Ouais. Bon, ça colle assez bien avec ce que tu viens de dire, hein, justement. Bon, alors, est-ce que je peux lui réserver un créneau pour une neuromode? Côté exploration, est-ce que, je ne sais pas, Priscilla, toi, est-ce que ça te suffit là pour répondre? Moi, je trouve la vidange. On est rassuré, l'instantané, les résidus, c'est bon. On n'a pas trop de notion de fonction rénale. Ça n'a pas trop d'impact, hein, je pense, sur le choix chez cette patiente, mais elle est diabétique quand même. Moi, j'irais au moins faire une fonction rénale chez cette dame. Et puis après, concernant les explorations éventuelles, Priscilla, je ne sais pas si tu as un avis, toi.
Si, moi j'irai un petit peu plus loin. Elle a quand même sa bandelette sous-urétrale, donc j'irai jusqu'à la fibroscopie pour aller vérifier quand même qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau de cette bandelette, bien vérifier l'examen clinique, être sûr qu'on n'ait pas d'érosion, que vraiment la bandelette n'ait aucun impact, on va dire. Et puis en fonction de l'examen et puis de la débimétrie, c'est vrai que si on a la moindre question, on va dire, si jamais il y a un signe obstructif lié à cette bandelette, l'échographie aussi introïtale pour vérifier où est la bandelette, j'irai jusque-là. Ouais, alors moi, je suis assez systématique sur la fibroscopie en cas d'hyperactivité vésicale. Donc, a fortiori, là, il y avait une histoire de bandelette sous-urétrale, mais elle avait plein de bonnes raisons pour avoir une fibroscopie qui est vraiment normale. L'échographie introïtale, nous, on la propose en consultation. Alors, ce n'est pas difficile, mais chez elle, j'ai considéré qu'il n'y avait pas d'indication du fait d'une vidange vésicale complète, de l'absence de plainte concernant la vidange, de l'absence d'infection urinaire et d'un instantané mictionnel qui semblait montrer une miction obtenue avec une petite contraction vésicale sans participation de la poussée abdominale. Là aussi, hein, j'ai bien entendu que tu n'avais pas fait l'examen neuro, mais il y a une hyperactivité. Bon, j'aimerais bien avoir un petit examen neuro, savoir si elle n'a pas des signes d'irritation pyramidale et savoir si dans ce cas-là, il y a une justification à des explorations neuro. Mais ça aussi, il faut la réexaminer pour pouvoir le déterminer. Bon, disons que tu l'as vue, cette patiente. Hein. Tu l'avais examinée avec moi, mais tu ne t'en souviens plus. Elle n'a aucune anomalie neurologique à l'examen clinique. Alors, qu'est-ce que vous proposeriez, chers amis ? Alors, ceux qui ne veulent aucun des deux traitements précédents, vous pouvez peut-être mettre vos propositions dans le chat. Merci Renaud. Bon, Claire, tu nous valides. On peut proposer un traitement de seconde ligne. Oui, voilà, je pense que là, vous avez fait ce qu'il fallait. Il faut effectivement proposer à une dame quelque chose qui la soulage. Ouais. J'aimerais bien savoir quelles sont vos idées, parce que je trouve que neuromodulation, il n'y a peut-être pas que ça à proposer. Oui, moi, je suis assez d'accord. Il n'y a pas que la neuromodulation à proposer. On est quand même dans les critères pour pouvoir proposer à cette patiente de la toxine botulique. On a confirmé son hyperactivité de vessie idiopathique. On a vu que ça évoluait depuis au moins 6 mois, que la patiente sur son calendrier mictionnel, on a bien les 3 épisodes d'incontinence urinaire avec urgenturie. Bon, là, on n'avait qu'une partie du calendrier, mais on sait que Grégoire n'a pas fait un calendrier sur une journée, donc on estime que cette patiente l'avait au moins sur les 3 jours. Le nombre de mictions était bien supérieur à 8 et on avait vu que cette patiente ne répondait pas au traitement anticholinergique. On rappelle bien que ne pas répondre, ça veut dire qu'on n'a pas eu d'efficacité clinique quand elle a eu ces traitements anticholinergiques bien conduits et à dose préconisée du coup par l'AMM sur au moins 3 mois, en ayant essayé 2 si jamais il y avait une intolérance ou une inefficacité du premier et qu'on n'a pas eu besoin d'interrompre ces traitements du fait d'effets indésirables. Il faut bien sûr aussi vérifier qu'elle n'a pas eu d'injection dans les 3 derniers mois. Au niveau des contre-indications, c'est pareil. Chez cette patiente, si on vérifie qu'elle n'a pas d'hypersensibilité à la toxine botulique de type A ou aux excipients, bien sûr, pas d'infection, aucune myasthénie. Grossesse-allaitement, donc chez cette patiente de 65 ans, on va moins se poser la question, mais chez nos patients plus jeunes, il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas de désir de grossesse. Et si jamais il y en a un et qu'on fait de la toxine, il faudra adapter un moyen de contraception. Et si par contre la femme est enceinte, ce ne sera pas le moment de faire du tout ces instillations. Attention à l'association aux aminosides, il ne faut pas oublier que tout ce qui est amyclin-ginta va potentialiser l'effet de la toxine botulique. Donc là, a priori, pour cette patiente, moi j'estime qu'on est dans les critères et qu'on peut lui proposer. Alors moi, je suis pas d'accord parce que tu as probablement exprès pas parlé de urinaire. On est chez une patiente diabétique. Elle a une débimétrie qui est quand même pas une débimétrie explosive. Donc moi, j'ai quelques réticences à lui proposer une toxine. Alors,
peut-être que tu as des réticences, mais je vais quand même essayer de te montrer, Grégoire, que pour cette patiente, on est plutôt bien parce que la toxine botulique, c'est quand même quelque chose qu'on peut proposer assez facilement aux patientes. Ça peut se passer sous anesthésie locale, éventuellement potentialisée avec du méopa. C'est quelque chose qui est relativement peu douloureux si on fait effectivement abstraction du désagrément chez une patiente qui n'est pas neurologique de la cystoscopie et des points d'injection. Si l'anesthésie locale est bien prise et qu'on laisse le temps à l'anesthésie d'agir, le geste se passe dans de bonnes conditions. On sait quand même comment ça marche, la toxine botulique, parce qu'on sait que ça va inhiber la libération anormale de certains neurotransmetteurs au niveau de l'urothélium, tout ce qui est substance P, acétylcholine, diminuer les récepteurs. Donc moi, je trouve ça assez satisfaisant d'utiliser quelque chose quand je comprends bien comment ça marche. La durée d'efficacité, on sait quand même qu'on est sur quelque chose qui marche de 6 à 9 mois. Je ne vais pas avoir besoin de vérifier où j'injecte, j'aurai ma scopie, j'aurai ma vision. Il me semble que toi, Grégoire, tu vas avoir besoin quand même d'irradier ta patiente pour vérifier où est ton électrode et bien la placer. Donc, l'utilisation de la scopie, c'est quand même pas tout à fait quelque chose d'anodin chez nos patients. On va pouvoir commencer en plus là, visiblement, avec une dose assez faible. On commence à 50 unités, ce qui nous permet quand même déjà de vérifier et de ne pas potentialiser certains des effets indésirables et d'augmenter progressivement au besoin nos doses. Le recours à l'autosondage et le résidu dont tu parlais, oui, mais on sait qu'au final, il est assez transitoire et réversible. Une moyenne, on va dire à peu près de 62 jours chez les patients qui sont obligés de s'autosonder. Et on sait que le taux va augmenter avec la dose qu'on va faire. Donc, si on commence bien à 50 unités, qu'on monte progressivement, effectivement, ce risque, il existe. On est à peu près à 3% à 50 unités et on va monter plus à 7% chez les patients à qui on va faire 100 unités. Mais ça fait partie de la discussion. C'est quelque chose qui est assez simple d'utilisation. Reconstituer de la toxine botulique, c'est relativement simple. Ça ne nécessite pas de matériel particulier en dehors de l'aiguille d'injection, mais c'est du matériel assez simple. Et surtout, le coût, on va être sur quelque chose qui va nous coûter à peu près, on est sur 216 € pour 100 unités de toxine botulique. Donc, même si ça ne rentre pas tout à fait en compte dans la discussion, c'est un critère qui peut être important. Alors, temps, 60 jours. Je laisse faire des autosondages pendant 62 jours et puis on rediscute de l'opportunité d'exposer cette patiente à ce risque. Les avantages de la neuromodulation sacrée, c'est qu'il y a un taux de patient répondeur qui est quand même très satisfaisant. Ça dépend des séries, mais moi, dans mon centre, je parle de 80% de patients répondeurs au test. C'est efficace à long terme. On n'est pas obligé de reposer un boîtier tous les 6 à 9 mois. Grégoire, il faut te rapprocher du micro. On ne t'entend pas bien. Rapproche-toi du micro. Là, c'est mieux? Beaucoup mieux. Donc, je disais 80% de patients répondeurs. C'est efficace à long terme. Je ne vais pas recommencer tous les 6 mois. Ça peut être efficace sur des symptômes digestifs. Moi, je n'ai aucun risque sur la vidange vésicale. La patiente ne fera pas d'autosondage, c'est certain. S'il faut le faire sous anesthésie locale, on est capable de proposer la technique sous anesthésie locale. Et puis, c'est réellement réversible. Ça veut dire que si ça ne plaît pas à la patiente, eh bien, on retire le dispositif et elle ne se retrouve pas avec les effets indésirables de la toxine pendant 62 jours d'autosondage, comme tu le disais. D'accord, alors ça j'entends cela d'argument, mais il y a quand même un coût qui va être beaucoup plus élevé. Tu vas être sur un dispositif, on va dire sur ton interstime complet à peu près sur presque 7005 €, donc c'est pas négligeable. J'aimerais bien que tu m'expliques toi comment ça marche, parce que moi je peux te dire comment la toxine marche, mais pour la neuromodulation c'est un peu plus flou. Alors tu vas peut-être me parler des effets médulaires, mais ça reste quelque chose où à expliquer, on n'a pas encore toutes les réponses. Ton taux de répondeur, bon d'accord, 60, 80%, ça dépend un petit peu, mais ce n'est pas non plus constant forcément dans le temps. Donc ça, j'aimerais bien aussi qu'on en parle parce qu'il y a la différence entre ton patient qui va avoir sa pile qui va durer 5 à 7 ans et ton patient qui va réellement répondre autant de temps. Donc ça, c'est des données importantes que j'aimerais bien quand même que tu m'expliques. Le parcours du patient, alors tu vas le voir une première fois pour lui mettre son électrode test. Pendant la phase de test, il va venir te revoir en consultation pour que tu vois un petit peu comment ça se passe. Il va falloir peut-être que tu rebouges un petit peu tes programmes. Il va falloir que le patient fasse attention à son fil, son électrode, puis qu'il revienne une deuxième fois. C'est quand même un parcours qui est un petit peu plus lourd et fastidieux pour le patient, plutôt qu'un patient qu'on peut voir en ambulatoire dans de bonnes conditions pour faire son injection de toxine botulique de façon sur une journée, on va dire, en tout cas sur l'injection. Le taux de réintervention, donc effectivement, tu vas avoir besoin de changer tes boîtiers. Alors même si c'est des choses qui peuvent
effectivement être long dans le temps à 5 ou 7 ans, tu as quand même 16% de tes patients qui vont être explantés ou qui vont avoir besoin de cette révision. Donc ça me paraît quand même pas tout à fait anodin. Et puis, dans ton cas clinique, ta patiente, elle est diabétique, en léger surpoids, elle a un IMC qui est à 28. Alors toi, effectivement, tu poses tes neurostimulateurs a priori sous anesthésie locale. C'est quand même pas le cas de tout le monde. Ceux qui ont un petit peu moins l'expérience ou quand les patients sont psychologiquement pas tout à fait prêts, beaucoup d'équipes, le premier temps, font aussi sous anesthésie générale. Tes anesthésistes à qui tu vas dire qu'il faut un décubitus ventral chez une patiente qui en plus est diabétique et un peu en surpoids, c'est quand même quelque chose qui va peser dans la balance et dans la réflexion pour cette patiente, en sachant que d'autant plus qu'avec son diabète, il y a quand même un risque infectieux qui n'est pas négligeable. On est quand même déjà sur 6% de risque d'infection du matériel. Avec le diabète, ça va être potentialisé. Donc, je reste quand même encore un petit peu... Là, il y a une question sur le chat. On te demande quelle est l'efficacité à 50 unités de la toxine botulique pour une hyperactivité vésicale idiopathique. Alors, l'efficacité à 50, on va être surtout sur quelque chose qui va être sur notre dose test. Alors, certains patients, effectivement, sur le calendrier mictionnel, on va déjà avoir des améliorations. Après, souvent, c'est quelque chose qui ne va pas durer autant dans le temps que sur des doses qui vont plus être à 100 unités. Ou à partir d'effectivement une centaine d'unités, on a alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est autour de 70% de patients pour lesquels on a une efficacité de la toxine. Oui, donc en fait, l'idée, la France est le seul pays où on commence à 50 unités. Dans tous les autres pays d'Europe, c'est 100. Tu ne peux pas le dire clairement, mais c'est un choix de la NSM qui est pour le moins bizarre pour l'autorisation de mise sur le marché. Ok, merci. Bon, on va accélérer un peu la discussion, hein, parce que, enfin, et Claire aussi, parce qu'il y en a d'autres cas à discuter après. Moi, je reviens sur les inconvénients du Botox quand même. Hein. La réversibilité, certes, 6 à 9 mois, c'est pas douloureux, mais pareil, hein, comme l'autosondage, je veux bien que tu ailles faire une injection de toxine botulique, on verra si c'est pas douloureux. Le taux de répondeur, on en a parlé, et puis il y a quand même des risques, hein. Le risque infectieux, l'hématurie, si la patiente elle est anticoagulée, c'est la galère tous les 6 mois, etc. Moi, j'entends bien vos arguments à tous les deux. Hein. Je pense que vous avez raison tous les deux, mais il me manque un petit peu de matière en fait pour trancher en faveur de l'un ou de l'autre. Là, la dame, elle est diabétique. Est-ce que vous avez des données concernant ces deux techniques chez cette dame qui est diabétique? Et en plus de ça, elle a une pose de bandelette sous-urétrale. Est-ce qu'il y a également des données dans la littérature concernant les deux techniques dans ce cas de figure-là? Oui, alors sur le diabète et toxine botulique, on a l'étude de Wang où ils avaient comparé 48 patients diabétiques contre 48 témoins. Ils avaient injecté chez ces patients 100 unités de toxine botulique et ils ont regardé s'il y avait des modifications. Donc, le succès était similaire dans les deux groupes, tant sur le contrôle de la vessie hyperactive au niveau du calendrier que du bilan urodynamique. Les choses importantes, c'est qu'effectivement, les patients avec un diabète avaient un petit peu plus de résidus post-mictionnels, mais pas de rétention aiguë d'urine en surnombre. Et on retrouvait également chez eux une faiblesse généralisée. Après, au niveau hématurie, infection urinaire et donc rétention, comme je le disais, pas de différence entre les deux groupes. Toxine et bandelettes sous-urétrales, là aussi, on a eu une étude prospective qui a comparé à 100 unités de Botox. Et pareil, pas de différence d'efficacité entre les deux groupes, ni sur la qualité de vie. Et la question qu'on pourrait se poser sur les effets indésirables, et notamment résidus ou rétention, il n'y avait pas de différence, en tout cas significative, chez ces patients-là. Moi aussi, j'ai des études concernant l'hypertension et diabète, et l'efficacité, elle est comparable. Effectivement, tu l'as dit, Priscilla, il y a un peu plus d'infections, c'est assez logique, 16% versus 4% dans cette série. Après bandelette, il y a cette série, par exemple, pour une hyperactivité vésicale de nouveau après bandelette, et il y avait 65% de patientes répondeuses. Bon, un partout, balle au centre. Je ne sais toujours pas quoi en penser. Ça, c'est du rétrospectif. Est-ce qu'il y a des études randomisées de l'un versus l'autre? Oui, Claire, on a déjà parlé de Rosetta. Rosetta, c'est notre étude randomisée, enfin malheureusement pas la nôtre, mais c'est une étude randomisée. Ils ont inclus des grosses hyperactivités vésicales avec des fuites. Ils ont exclu les résidus importants et les prolapsus. Ils ont randomisé en deux groupes avec un critère principal de diminution du nombre des épisodes d'incontinence urinaire par urgenturie. Et
ben, les résultats Les patients sont répondeurs à peu près similairement dans les deux groupes, que ce soit toxine botulique ou neuromodulation à 83 et 84%. Donc ouais, il y a beaucoup plus d'infections urinaires dans le bras botox quand même. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait un pourcentage plus important, 35% pour la toxine contre 11% pour la neurostimulation. Donc oui, ça, c'est vrai. Et après, c'est pareil, ça marche aussi bien l'un que l'autre. Alors non, à 6 mois, si on regarde, la toxine botulique est quand même supérieure. Tu vas voir que sur la courbe qu'on a juste après, tu vois, si on regarde à 6 mois, la toxine botulique, les résultats sont meilleurs chez les patients comparé à la neuromodulation sacrée. Alors peut-être que les choses, effectivement, à 24 mois se rejoignent, mais à 6 mois, le patient sera soulagé de façon supérieure. Moi, je trouve, quand on voit cette diapo, que les courbes, elles sont quand même assez comparables. Quand on voit l'efficacité, l'amélioration, le taux de patients sèches, l'amélioration de 75 ou 50%, c'est quand même le même genre de courbe. Mais bon. L'autre chose, sur les effets indésirables, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le nombre d'infections urinaires. Et puis, l'autre élément qu'il faut lire entre les lignes dans Rosetta, c'est que sur tes 159 patientes qui ont eu une injection de toxine botulique, en fait, il faut attendre en moyenne 350 jours pour qu'on propose une injection à 115 autres patientes. Donc, d'accord. Il y en a qui étaient en rétention. Et puis, quand même, en fait, on n'en aura que 55 qui auront eu 3 injections alors que le suivi a duré 2 ans. Donc, si ta technique marche aussi bien que ça, moi, je suis quand même étonné qu'on propose qu'à un patient sur 3 un traitement pour le long cours. Oui, alors comme tu l'as dit dès le départ, on voit qu'ils ont attendu 350 jours. Nous, on sait très bien que quand on propose la toxine à nos patients, on ne leur fait pas croire que ça va marcher quasiment plus d'1 an. Donc, on est au départ sur quelque chose, même si on ne peut pas l'évaluer plus précisément, mais autour de 6-9 mois. Et on aura tendance, effectivement, en fonction de comment la patiente a répondu, à adapter nos doses. Là, tu vois qu'au final, ils sont partis d'emblée à 200 unités. Ils n'ont pas fait 50 ou 100, ils étaient à 200. Donc, forcément, ils ont aussi augmenté leur nombre d'autosondages parce qu'ils étaient à des doses fortes d'emblée. Okay. J'ai l'impression qu'on a fini le temps additionnel et qu'au terme des prolongations, vous êtes toujours à égalité. Est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs d'efficacité d'une technique ou de l'autre pour qu'on puisse en savoir plus pour la patiente donnée? Oui, il y a plusieurs études, en tout cas pour la toxine botulique, qui nous montrent qu'il y a des facteurs de mauvais pronostic. On sait que ça va augmenter avec l'âge, avec l'indice de masse corporelle aussi, plus il va augmenter, le sexe masculin et la fragilité, donc tout ce qui va être comorbidité. L'étude qui suit, qui avait été faite dans European, montre ça aussi, le sexe masculin, les comorbidités. Forcément, plus la dose est élevée, plus le risque de rétention augmente. Et si jamais il y a un résidu post-mictionnel de base qui est supérieur à 100. Bien compris, parce que là, vous parliez de coûts tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des notions de coûts et d'études médico-économiques? Oui, on en a plusieurs. Donc, on sait qu'effectivement, on est sur la toxine botulique autour d'à peu près de 116 €, 7004 pour la neurostimulation. Il y a des études qui ont regardé dans le temps et en fonction d'un traitement médical comment ça a évolué. Et on a surtout Rosetta qui également s'est attaché à ça. Et on voit que les coûts à 2 ans étaient toujours plus élevés pour la neurostimulation versus la toxine botulique. Donc, on a quand même un surcoût pendant presque les 5 premières années en défaveur de la neuromodulation. Donc, c'est vrai que si on cherche un petit peu à synthétiser pour la toxine botulique, on peut quand même l'utiliser dans toutes les indications d'hyperactivité de vessie. C'est quelque chose qui est simple au niveau de la technique à mettre en place. C'est durable dans le temps, 6 à 9 mois. Il n'y a pas de révision, mais bien sûr, il y a un risque de rétention d'urine qui peut être de 5 à 30% et on peut le proposer aux patients sous anesthésie locale. Bien sûr, on n'aura aucun impact par contre sur tout ce qui va être troubles digestifs. Ok, en mode, pareil, pour les hyperactivités médicales idiopathiques et aussi neurologiques, il ne faut pas croire. Ça a des atteintes neurologiques partielles, bien évidemment. C'est facile, non, c'est peut-être moins évident, mais avec un tout petit peu d'entraînement, ce n'est pas compliqué. On a l'arrivée du boîtier rechargeable, donc 15 ans. Il y a certains taux de révision, mais c'est des révisions qui ne sont pas compliquées non plus, AL ou AG, et un effet digestif. Donc en cas d'incontinence double, on dit, faut pas hésiter. Moi, je n'arrive toujours pas à me décider et j'aimerais bien profiter de l'avis des personnes qui ont assisté au CACI pour savoir si leur façon de voir les choses a changé.
Voilà, juste pour dire que le temps avance, il va falloir passer à la communication suivante, aux 4 cliniques d'après. Ben, on a terminé. Hein. Je crois que la tendance est nettement inversée. Je crois que de toute façon, on n'a pas évoqué, mais c'est quelque chose qui nécessite une discussion avec la patiente et un partage aussi avec elle pour savoir quelle est la technique qui lui convient le mieux. Alors moi, je suis complètement ça, c'était la conclusion d'un article d'Achim qui disait exactement ça, c'est qu'en fait, c'est à la fin de la discussion, les discussions avantages, enfin, bénéfices-risques de différentes pathologies, des différents traitements, pardon, que les patients choisissent au final. J'ai juste eu deux remarques, j'ai vu que Jean-François voulait intervenir. Là, il y a le premier point, c'est sur Rosetta, c'est 200 unités. Alors là, on parle, vous comparez les résultats de 200 unités versus Neuromod, alors qu'en fait, dans cette situation-là, ça serait 50 unités. Donc, on ne peut absolument pas extrapoler les résultats de Rosetta à la pratique, en tout cas à votre cas clinique en particulier. Et il y a un chiffre qui m'a effaré dans ce que vous avez montré, c'est les 10% de faiblesse généralisée après Botoxine chez les patients diabétiques. Ce n'est même pas les chiffres qu'on a chez les blessés médulaires, notamment les blessés médulaires hauts, les tétras en particulier. Et ça, j'ai du mal à comprendre. Et moi, clinicien, en vous écoutant, ça me ferait très peur de proposer de la toxine chez ces patients. Donc, je ne sais pas, Priscilla, si tout ça sort, ce chiffre, c'est quand même assez hallucinant. Alors, il faudra que je regarde parce qu'on n'a effectivement pas sur toutes remis les références des articles, mais effectivement, le chiffre me paraissait aussi bien plus que ce que nous, on avait. Après, c'est effectivement, on s'est basé sur les études qui étaient publiées, mais je suis d'accord que en faisant de la toxine, j'ai jamais, 10%, ça me paraît effectivement monstrueux. Hein.